poursuit notre émission Hebdo Show Algérie, mesdames et messieurs, toujours sur Al24 News, toujours en compagnie de Bassem Larj et de Saïd Bouamama. Alors, excuse-moi, Nouhed, un très joyeux anniversaire. Mon fils, il est minuit, je suis pas avec toi. Joyeux anniversaire, mon fils, oui, je t'aime. Regarde la caméra, regarde en France. Voilà, et moi je suis ici, je suis désolé, je t'aime, mon fils, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à lui. Merci. Donc on continue, mesdames et messieurs, après ces vœux donc, pour le fils de Mahdi. On continue avec l'implication des Émirats arabes unis dans le conflit au Soudan. Focus justement sur un article paru le 11 mai sur le site Mediapart et écrit par la journaliste Gwenaëlle Lenoir, spécialiste du monde arabe et de l'Afrique de l'Est, intitulé « Des Soudanais demandent des sanctions européennes contre les Émirats arabes unis ». Une analyse qui revient, vous l'aurez compris, sur la situation qui prévaut au Soudan et sur les responsables de ce chaos, à savoir les Émirats arabes unis. Nous avons justement le plaisir d'avoir avec nous l'auteur de cet article, Gwenaëlle Lenoir, journaliste chez Mediapart. Bonsoir. Alors, Gwenaëlle Lenoir, dans votre article, vous montrez que des victimes soudanaises demandent à l'Union européenne de sanctionner les responsables et entités liées aux Émirats arabes unis pour leurs liens présumés avec les forces de soutien rapide. Est-ce que ce dossier ne vient pas faire aujourd'hui tomber le masque d'Abu Dhabi, un État qui se présente comme partenaire de stabilité, mais qui serait finalement accusé dans les faits d'alimenter l'une des guerres les plus meurtrières du continent africain ? Alors les Soudanais et les Soudanaises qui portent ce collectif, parce que c'est un collectif qui a fait cette demande, sont pour l'essentiel des survivants d'El Fasher. Donc pour rappeler quand même aux téléspectateurs, El Fasher, c'est donc la capitale du Darfour. Elle était tenue jusqu'à octobre 2025 par les forces régulières soudanaises, l'armée soudanaise, et elle a subi un siège de 15 mois de la part des opposants à l'armée soudanaise régulière, donc les forces de soutien rapide de Mohamed Dagalo, dit Hemeti. Et donc elle est tombée, cette ville, en octobre 2025, et il y a ce qui a donné lieu à des massacres absolument épouvantables, l'ONU parlant même de génocide. Donc ces victimes soudanaises, en fait, trouvent que le temps de la justice internationale serait beaucoup trop long, et elles ont décidé donc de demander au service de l'Union européenne, au service diplomatique de l'Union européenne, l'ouverture d'une enquête et des sanctions. Alors, pas seulement contre les Émiratis, mais également contre des responsables de RSF, des entreprises liées à RSF, et également donc effectivement contre des responsables émiratis et contre des entreprises basées aux Émirats arabes unis. Donc ça n'est pas seulement contre les Émirats arabes unis, mais c'est effectivement la première fois, en fait, qu'il y a des demandes de sanctions auprès de l'Union européenne contre des responsables émiratis et des entreprises émiraties. Madame Lenoir, les Émirats arabes unis ont construit une image de façade de puissance moderne, efficace, tournée vers l'investissement, la diplomatie ou encore la stabilité. Mais aujourd'hui, le dossier soudanais et tant d'autres révèle une toute autre réalité, celle d'une puissance qui avance par réseau, par financement, par même relais armé et par influence indirecte. Est-ce que le Soudan aujourd'hui n'est pas le laboratoire brutal de cette diplomatie émiratie de l'ombre ? Je ne sais pas très bien ce que vous appelez une diplomatie de l'ombre, parce que les alliances des Émirats arabes unis sont connues. On sait qu'ils ont été impliqués, et qu'ils d'ailleurs le sont toujours, dans le conflit au Yémen, par exemple, contre les Houthis. C'est absolument documenté. C'est d'ailleurs lors de ce conflit que les liens entre les Émirats et les forces soudanaises se sont liés à partir de 2015, sachant qu'à l'époque, c'était donc sous la dictature d'Omar al-Béchir, c'était non seulement les RSF, donc les paramilitaires, forces liées à Omar el-Béchir, et l'armée soudanaise. Il se trouve que les Émirats arabes unis ont payé des hommes de Hemeti, des mercenaires en fait, extrêmement chers d'ailleurs, pour aller combattre en gros à leur place
au Yémen. Mais ça, c'est pas du tout quelque chose de secret. C'est pas non plus secret que les Émirats arabes unis ont ensuite acheté l'or provenant des mines tenues par les entreprises de Hemeti et donc liées au RSF. C'est pas non plus inconnu que les Émirats arabes unis donc vont soutenir au Yémen les forces séparatistes du Sud qui sont un petit peu, enfin qui sont opposées à l'Arabie Saoudite. On se souvient que un des dirigeants de ces forces séparatistes du Sud-Yémen qui devaient se rendre à Riyad, c'était l'hiver dernier, avec une délégation pour négocier, en fait, est parti précipitamment au Somaliland et de là a pris un avion pour les Émirats arabes unis. Tout ça, tout ça, c'est assez connu. Après, effectivement, le fait que les Émirats arabes unis envoient des armes et des mercenaires auprès de RSF, Abu Dhabi ne s'en vante pas, c'est le moins qu'on puisse dire, il le nie, mais aujourd'hui c'est suffisamment documenté pour qu'on sache que c'est réel. Madame Lenoir, le malaise européen face à cette demande de sanctions. Pourtant, si les mêmes accusations visaient un État africain faible, un acteur isolé ou même un pays déjà marginalisé, les sanctions seraient sans doute plus rapides. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'Union européenne hésite simplement parce qu'il s'agit des Émirats arabes unis, donc un partenaire riche, influent, courtisé et profondément intégré aux intérêts économiques occidentaux? Alors, ça, il faudrait poser la question à Kaja Kallas et, aux, et aux Européens. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la diplomatie européenne euh, est pleine de contradictions. Enfin, je veux dire, on le sait très bien. Elle n'est pas exempte de contradictions, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle est accusée de deux poids deux mesures dans d'autres conflits que le conflit soudanais. Ne serait-ce que par exemple, parlons du conflit qui oppose Israël à la Palestine, Israël au Liban, Israël à l'Iran. Le deux poids deux mesures est exactement le même, à ma connaissance. L'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël est toujours valable alors que Israël est fortement soupçonné de mener un génocide à Gaza. Cette parenthèse étant fermée, effectivement, l'Union européenne a un partenariat stratégique, c'est tout à fait officiel, ça a été signé en 2018 avec les Émirats arabes unis, et donc on peut tout à fait imaginer que l'Union européenne n'a pas du tout envie de remettre ça en cause, parce que les Émirats arabes unis sont, encore une fois, l'Union européenne l'a dit. Antonio Costa, qui est le président du Conseil européen, s'est rendu à Abu Dhabi en avril dernier. Kaja Kallas également s'est rendu à Abu Dhabi en avril dernier. Et les deux ont rappelé que les Émirats arabes unis sont un partenaire économique, stratégique, de stabilité. Donc, je pense qu'effectivement, le conflit soudanais dans cette histoire pèse peu. C'est malheureusement tout à fait habituel et usuel que l'Union européenne pratique du deux poids deux mesures en fonction de ses propres intérêts et en fonction des divergences qui existent au sein de l'Union. Je vous rappelle qu'il faut que cette politique soit avalisée par l'ensemble des 27 membres de l'Union européenne, ce qui ne simplifie pas les choses, mais il n'y a pas de courage politique pour remettre en cause ces partenariats stratégiques avec des puissances qui, par ailleurs, se rendre coupables ou complices d'actes heurtant les valeurs professées par l'Union européenne. Très bien, merci Gwenaëlle Lenoir. Merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart et que vous êtes donc l'auteur de cet article sur les Soudanais qui demande donc des sanctions à l'encontre des Émirats arabes unis. Je me tourne vers vous, Bassem Laraj. Quand des victimes demandent aujourd'hui des sanctions,
et que les chancelleries hésitent finalement. Qui protège-t-on réellement? Est-ce que c'est les civils soudanais ou les partenaires stratégiques d'Abu Dhabi? Là, on protège carrément, comme l'a dit Madame Lenoir, les intérêts économiques, en réalité, stratégiques. Effectivement, il y a cette politique du poids, deux mesures face aux différents partenaires que les Européens, ou de manière générale les Occidentaux, peuvent avoir. Quand c'est des pays faibles, là, c'est plus facile de prendre des sanctions et donner des leçons en matière de droits de l'homme et de respect de la démocratie. Mais quand ça concerne d'autres partenaires, et elle a cité deux exemples très pertinents, que ce soit Israël ou les Émirats, là, le temps change carrément et on a du mal à passer à une véritable politique contraignante avec la suspension notamment des accords qui peuvent lier l'Union européenne avec Israël ou les Émirats arabes unis. Et donc finalement, l'Europe défend ses intérêts dans ce cadre-là. Et toute la rhétorique sur les droits de l'homme et le respect des intérêts humains, finalement, c'est au placard. Monsieur Bassem El-Arraj, Kaya Kallas, qui est le chef de la diplomatie européenne, on peut l'appeler comme ça, n'a jamais eu un mot pour dénoncer le génocide sioniste à Gaza. N'a jamais eu un mot pour dénoncer ce que fait les Émirats arabes unis au Soudan, comme l'a été expliqué par Madame Lenoir. Et elle s'est même opposée à la suspension de l'accord d'association avec l'entité sioniste. Parce qu'il faut rappeler que les Émirats arabes unis, c'est un bras mécanique de l'entité sioniste, notamment en Europe, parce que ce que fait les Émirats arabes unis aujourd'hui, Nelima parlait de l'Europe actuellement, ils sont en train de financer des lobbyistes, des organisations, des médias qui s'attaquent à Israël, s'attaquent à l'entité sioniste. Les partis de gauche, etc., sont financés, donc ils sont attaqués dans les médias, etc. En plus du Soudan, Madame Lenoir a bien développé ce qui se passe au Soudan, parce qu'en plus de siphonner l'argent des Européens à travers les subventions agricoles à une famille très très riche, la famille émirati, les Émirats arabes unis, qui appuient et financent les forces d'intervention rapide ou de soutien rapide d'Agalou, Mohamed Hamdan Dagalo, ces forces qui font de la guerre, s'opposent donc à l'armée régulière soudanaise, sont en train de s'accaparer des richesses du Darfour. Pourquoi le Darfour? Madame Lenoir parle d'El Fasher. El Fasher, c'est la capitale du Darfour Nord, où il y a eu un véritable génocide, plus de 7000 morts. Les FSR, les forces de support, donc de soutien rapide, détournent, et je termine avec ça, l'or des Soudanais. Presque 28 tonnes annuellement partent du Soudan vers les Émirats arabes unis à travers des vols fantômes. C'est-à-dire qu'en plus de siphonner l'argent des Européens, on vole également les richesses du peuple soudanais, pas uniquement l'or, il y a aussi le diamant, il y a l'eau et d'autres richesses. Et on a la même chose au nord du Mali, en réalité, par rapport à cette question de l'or. Merci, messieurs. Donc voilà, c'était tout, mesdames et messieurs, à propos de cet article paru donc dans Mediapart. On passe tout de suite face à l'info. L'information ne vous a certainement pas échappé. La ville italienne de Modène est passée près d'un massacre hier samedi. Donc c'est un conducteur, un Italien d'origine marocaine qui a fauché 8 personnes à l'entrée du centre-ville avant de finir sa course dans la vitrine d'un magasin. Bilan 8 blessés et dont 4 grièvement. Badis, je vais me tourner vers vous par rapport à cet accident, cet attentat qui a eu lieu donc en Italie. Le Maroc aujourd'hui, point commun entre plusieurs attentats terroristes perpétrés ces dernières années en Europe finalement. Rappelez-vous, sur ce même plateau, on avait évoqué dans le détail notamment ce terrorisme d'État à l'échelle d'un État qui est le Maroc, que ce soit comme terreau notamment de recrutement à échelle massive, de terroristes, rappelons-le, que ce soit le contingent le plus important au niveau de Daesh, notamment l'État islamique, était marocain. Les attentats en Europe, à l'échelle internationale notamment, rappelez-vous Madrid, rappelez-vous le Bataclan en France, rappelez-vous également Bruxelles en Belgique. Donc tous ces attentats ont un dénominateur commun qui est je dirais, orchestré par des Marocains notamment, qui ont été souvent entraînés à l'étranger. Ce qui prouve aussi que, encore une fois, en plus d'être un État narcotrafiquant, c'est aussi un État terroriste qui, encore une fois, et je l'avais dit la dernière fois d'ailleurs, des cellules ont été démantelées en 2025, c'est-à-dire hier, notamment de Daesh, qui était composé de plusieurs éléments marocains. Donc, la menace existe, aujourd'hui elle est réelle, et l'Europe devrait s'en inquiéter et devrait aller au-delà, c'est-à-dire dans une démarche de comptabilité, dans une démarche aussi de sanction, puisque au lieu de s'attarder sur des pays notamment qui, eux, plutôt sont la référence en matière de lutte antiterroriste, ils devraient aujourd'hui clamer haut et fort, puisqu'encore une fois,
Là, comme on voit dans les images, c'est des victimes, c'est des civils qui sont les premières victimes. Donc l'Union européenne doit agir contre ce silence assourdissant, notamment contre un État qui produit aujourd'hui des terroristes, ou du moins en devenir, qui sont encore une fois en train de se restructurer et avec des cellules dormantes qui sont en train de se réactiver. Et c'est là où ça devient alarmant et très menaçant. Saïd Bouamama, une dernière question pour vous avant de vous libérer. Le Maroc est aujourd'hui donc présenté comme un partenaire majeur de la coopération antiterroriste en Europe. Alors comment expliquer justement que ce soit souvent des Marocains qui commettent donc des attentats en Europe? Il y a deux grandes veines. Il y a d'abord la situation socio-économique marocaine qui est complètement masquée dans les médias internationaux et en particulier en France, avec toute cette stratégie du soft power. Mais la situation est dramatique pour le peuple marocain et on sait que ces situations-là sont propices à l'émergence de comportements suicidaires et d'écoute d'idéologies destructrices. Et puis il y a la seconde dimension qui est l'intérêt pour l'État marocain à certains moments pour obtenir certaines déstabilisations, eh bien, de laisser faire ce type de personnes et ce type de personnalités. Et donc, je pense que ces deux veines-là expliquent pourquoi on a une présence aussi importante de personnes d'origine marocaine. Nous ne sommes pas dans une théorie du complot, ça ne veut pas dire que tous sont le résultat d'une instrumentalisation par l'État marocain, mais la situation interne du Maroc explique cette production. Très bien. Kamal Mansari, une réaction peut-être? Moi, ce que je trouve, c'est surtout les manipulations faites par les services secrets marocains à travers les réseaux sociaux. C'est ça qui, aujourd'hui, est devenu l'arme d'embrigadement et justement de manipulation des jeunes marocains qui se trouvent à l'étranger, disséminés, que ce qu'ils soient d'origine, c'est-à-dire nés en Europe comme le suspect, enfin comme l'auteur de l'attaque d'aujourd'hui qui est né à Bergame, ou que ce soit ceux qui ont émigré. Donc il y a une véritable politique d'embrigadement, de recrutement, qui explique aussi le fait que ce genre d'attentats se multiplie depuis les 15 dernières années en Europe. Donc nous sommes aujourd'hui, il faut se poser la question, pourquoi c'est les mêmes profils, pourquoi c'est les mêmes nationales, je ne dirais pas nationalité, mais au moins l'origine, sans pour autant tomber dans le piège de la nationalité et de l'origine, mais le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un véritable terroir et un réservoir de recrutement. Pourquoi je dis ça, les réseaux sociaux? Il faut revenir à ce qui se dit aujourd'hui à travers cette image véhiculée par les services secrets ou par les propagateurs de ce genre de propagande, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut que les Marocains s'imposent dans tous ces pays-là par n'importe quel moyen. Et ce sont ce genre-là dont on se sert pour justement manipuler ou bien faire pression sur les pays qui accueillent énormément de Marocains. Leïla de Montréal pose une question à Saïd Bouamama. Alors Saïd Bouamama, elle vous demande pourquoi est-ce que l'Europe ne sanctionne pas le Maroc aujourd'hui? Tout simplement parce que ses intérêts dans la région sont aujourd'hui vus encore au travers du prisme d'un État marocain comme contrôleur de l'ensemble de la région. Alors aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur et le nouveau discours que l'on réentend du côté de M. Macron est un discours de sagesse et de réalisme. Attendons de voir si ça dure. Jusqu'à présent, ces dernières années, les actes de l'État français étaient des actes visant à prendre comme pilier d'intervention dans la région le Maroc et donc à le soutenir. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a du côté de ceux qui dirigent en France ces deux logiques-là qui s'affrontent et qui sont en train de s'équilibrer. Espérons que la sagesse et le réalisme l'emporteront. Merci Saïd Bouamama d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bassem Laraj, peut-être un dernier mot. Oui, je pense qu'il faut suivre attentivement les résultats de l'enquête de la police italienne par rapport à cet attentat pour voir si c'est un lot solitaire, parce que c'est un terme qui revient souvent, ou déterminer s'il y a eu des manipulations, une radicalisation, ou s'il y a un État ou un groupe terroriste qui se cache derrière cet attentat.
Très bien. Merci beaucoup, Bassem Laraj. Merci d'avoir été avec nous ce Merci soir. pour Merci l'invitation. beaucoup. Mesdames et messieurs, on va tout de suite se tourner vers Nariman. Place tout de suite à DZ Showtime. Alors Nariman, hier c'était la journée internationale du vivre ensemble. Pas la peine que je vous redise bonsoir, vous êtes avec nous depuis tout à l'heure. Oui, je suis là. Et à cette occasion, donc à l'occasion de la journée internationale du vivre ensemble, l'ambassade de Suisse à Alger a mis en scène à la basilique Notre-Dame d'Afrique le projet Bassira, une création artistique algéro-suisse. Tout à fait, Nouhed. Je suis là ce soir pour vous parler de cette journée internationale du vivre ensemble. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Nariman Zekar du passé était de sortie à l'occasion de cette journée. Justement, on a été reçu cet après-midi par la chargée d'affaires de l'ambassade de Suisse à Alger, Madame Anne Mater, qui, comme vous le voyez sur les images, m'a fait un peu visiter les locaux de l'ambassade, que je trouve très jolis d'ailleurs, et qui m'a aussi montré à l'entrée de la résidence de l'ambassade la fameuse BD que j'ai ici, qui nous raconte les accords d'Évian, une initiative donc algéro-suisse qui est assez originale. Mais bon, on en parlera dans quelques minutes. Et bien sûr, on n'est pas parti les mains vides. Hospitalité et générosité algérienne oblige. On lui a offert un petit cadeau, Al24 News, de la part de toute la chaîne et aussi de toute l'équipe. Pour ne pas faire de jaloux, elle vous passe le bonjour d'ailleurs. Madame Anne Mater vous passe le bonjour. Voilà, on le voit sur les images, là on entre. Et elle a été très gentille de nous accueillir aujourd'hui. On devait la voir avec nous sur le plateau. Et pour des raisons personnelles, elle nous a plutôt invités chez elle dans l'ambassade. Voilà. Là, je lui offre le petit cadeau Al24. Madame Anne Mater, qui est très sympa. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle sur cette journée internationale du vivre ensemble, où la basilique Notre-Dame d'Afrique a mis en scène le projet Bassira, porté par l'artiste algérien Faisal Bellatar et le musicien suisse Eloi Kalam, qu'on salue tous les deux. Et un événement donc à l'initiative de l'ambassade de Suisse et qui revêt une symbolique particulière pour Berne. On écoute ce que Madame Anne Mater dit sur ce sujet. Eh bien, Madame Anne Mater, merci encore une fois de nous avoir accueillis ici dans l'enceinte de l'ambassade de Suisse d'Alger, qui est une très belle ambassade d'ailleurs. C'est très joli, merci encore une fois. Avec plaisir, bienvenue. Merci. Alors, on en parlait tout à l'heure à l'entrée de cette journée internationale du vivre ensemble en paix. C'est une initiative algérienne qui a été portée et adoptée au sein de l'ONU. Et cette année, vous avez choisi de célébrer cet événement ici à Alger, à la basilique de Notre-Dame d'Alger. Alors, j'ai juste une petite question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu? Pourquoi en ce moment? Quelle symbolique porte ce lieu pour vous? Merci beaucoup pour cette question. L'initiative de l'Algérie de faire reconnaître au niveau de l'Organisation des Nations Unies une journée dédiée au vivre ensemble en paix est plus nécessaire que jamais avec la multiplication des conflits qu'on voit sur le plan mondial. Nous avons voulu saisir l'opportunité de saluer cette initiative, pas seulement sur le plan officiel et politique, mais aussi sur le plan culturel, pour atteindre un plus grand nombre, faire connaître cette journée aussi à un plus grand nombre. Et Notre-Dame d'Afrique, ou Madame d'Afrique, c'est un très beau symbole de ce modèle de vivre ensemble en paix, dont nous devrions tous être capables, idéalement. Et puis on a bien évidemment parlé coopération culturelle algéro-suisse à travers cette bande dessinée que Mehdi est en train de lire en ce moment sur les accords d'Évian, un format surprenant, imaginé pour les jeunes comme pour les moins jeunes et qui tient particulièrement à cœur à Madame Mater. On écoute. Et ces relations algéro-suisses, elles sont profondes, elles sont historiques. Notamment, on connaît l'épisode des accords d'Évian que vous avez voulu vous-même ici illustrer à travers cette bande dessinée. C'est un format qui est assez original, je vous le montre ici à la caméra. Et pourquoi avoir choisi une bande dessinée pour parler d'un sujet aussi lourd historiquement? Pourquoi avoir choisi ce format? En effet, cette ambassade a soutenu la réalisation de cette bande dessinée par un historien suisse qui s'appelle Marc Pernoud,
qui est vraiment un expert de cette période, et une jeune et talentueuse dessinatrice algérienne qui s'appelle Bouchra Mortari. Le choix du format BD, c'était à l'origine même du projet. C'est vraiment ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait rendre accessible pour un plus grand nombre les recherches que Marc Pernoud avait déjà effectuées et publiées sous forme de texte il y a déjà plus de 20 ans. Mais on voulait que plus de gens y aient accès. Et c'était votre initiative à la base? À la base, oui, parce que j'aime beaucoup la bande dessinée, et en particulier la bande dessinée historique. Au public, pour que les gens voient un peu. C'est vraiment très très sympa, et c'est vrai que on ne s'attend pas forcément à avoir ce type de format pour parler des accords d'Évian, mais c'est une très bonne idée. Vous êtes fan de BD vous-même? Tout à fait, de différents types de BD, mais je pense que là, ce qui était très important, c'est qu'on ne voulait pas tomber dans une forme de bande dessinée romancée, qui n'aurait justement pas été à la hauteur des enjeux ou des personnalités évoquées, et ni de leur mémoire. Parce qu'on savait que cette bande dessinée allait être lue par beaucoup de gens qui avaient une propre histoire avec les accords d'Évian, et on ne voulait pas choquer des sensibilités ou ne pas rendre hommage ou rendre justice. Mais est-ce qu'on s'adresse un peu plus aux jeunes à travers... Tout à fait, et c'est pour ça qu'on a choisi aussi Bouchra Mortari, parce qu'on savait qu'elle est connue avec son personnage de Zozo la bourrique, qui est complètement à des années-lumière de cet univers-là. Et on savait que ça pourrait permettre aussi de susciter un intérêt aussi chez des plus jeunes, et c'est vraiment le but aussi, c'est qu'une plus jeune génération puisse aussi s'intéresser à ces accords d'Évian, comprendre mieux le rôle de la Suisse, comprendre mieux ce que c'est la médiation, à une période où on en a beaucoup besoin. Et je dois dire que Bouchra Mortari, elle a fourni vraiment un travail très très juste, parce qu'elle a dessiné les protagonistes de manière, vous l'avez sûrement vu, de manière très sobre. Oui. Ils sont en noir et blanc, ils n'ont pas beaucoup d'expression, d'émotions, parce qu'on ne veut pas coller des émotions qui ne leur appartiennent pas à ces personnes. Et elle a été comme ça vraiment fidèle à la mémoire de ces personnalités qui sont extraordinaires. Voilà, on remercie encore une fois Madame Anne Mater de nous avoir reçus ce matin, et on salue Madame Anne Mater. Dites-lui bonsoir, elle nous regarde souvent. Bonsoir. Est-ce que vous savez, Rimel, que la Journée internationale du vivre ensemble est une initiative de l'Algérie? Oui, c'était en 2014. Effet, oui, et ça a été adopté à 2016. La déclaration d'Oran, qui plus tard, l'Assemblée des Nations Unies a adopté en 2017 cette journée. D'ailleurs, vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien sur les réseaux sociaux d'Al24 News. Alors, on vient de parler de coopération, de dialogue, de mémoire partagée. Changement de décor maintenant, direction Paris, où c'est une autre mémoire qui refait surface, celle du financement illégal de la campagne de Sarkozy. Alors, vous savez, en France, il y a une tradition, une sorte de rituel, presque un art de vivre, celui de passer son temps à clamer son innocence dans les médias. Je vous le dis bien dans les yeux. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Je n'ai pas détourné d'argent public. Je ne suis pas un pourri. Moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher. Moi, je suis propre, moi. Je n'ai rien à me reprocher. Moi, je n'ai strictement rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. C'est moi qui dis la vérité. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. J'ai nié en bloc, je nie en détail, je nie en bloc et en détail. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Bah oui, quand on n'a rien à se reprocher, on se sent très très bien. Vous en aurez reconnu certains, mais je pense que Nicolas Sarkozy a le droit de décerner, on va lui décerner plutôt la palme d'or du « je suis innocent ». Croyez-moi, parce que lui, il est innocent depuis 2012, il était innocent en 2021, innocent en 2024, innocent en 2025. Et je vous rassure, ça n'a pas changé en 2026, sauf que la justice française, elle, dit tout autre chose. Le 13 mai 2026, le parquet général requiert 7 ans de prison en appel dans l'affaire du financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007, 2 ans de plus que la condamnation en première instance. Et cette fois, le parquet va un peu plus loin. Il demande à la Cour de le déclarer coupable de corruption, chef dont il avait été acquitté en septembre. Quelle indignité, monsieur Sarkozy, vraiment, quelle indignité. Vous n'avez pas honte. Et ce qui est drôle, c'est que certaines archives de Nicolas Sarkozy ont très mal vieilli. On regarde. Les tribunaux doivent punir parce que quand on est voyou, c'est encore pire d'être un voyou du haut de l'échelle par rapport au voyou du bas de l'échelle. C'est très gênant. Bravo. C'est très gênant. Il a raison. Rappel quand même, le 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entre à la prison de la Santé dans une ambiance qui était assez particulière. Caméra
Avocats, supporters, éditorialistes en mode cathédrale, un véritable scénario hollywoodien. 20 jours plus tard, il ressort et il écrit un livre, Le journal d'un prisonnier, un best-seller en plus. Mais bon, c'est Sarkozy quand même en cellule, il fait du personal branding. Et on s'est même amusé à imaginer la couverture de son prochain best-seller. On le regarde. Alors, Exclusivité. en exclusivité, oui. Mémoire d'un incompris par la justice, les médias et le peuple. Un petit clin d'œil à vous, Nicolas Sarkozy, si vous nous regardez. Je vous fais le clin d'œil. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans les coulisses du prétoire. Pendant des années, ils ont tenu un front uni, Sarkozy, Guéant, Hortefeux, le triumvirat, l'omerta sarkozyste version costume-cravate. Et là, devant la cour d'appel, le château de cartes, il s'effondre. Claude Guéant, 81 ans, trop malade pour assister au procès, envoie une attestation à la cour, 2 pages, mais surtout 3 mots qui résument tout. Nicolas Sarkozy se trompe. De son côté, Hortefeux, lui, dit qu'il n'a rien sollicité. Un véritable coup de théâtre pour celui qui se croyait sorti d'affaires. Conclusion, chacun pour soi, le bloc se fissure. Et parlons maintenant de ceux qui pleurent. Les médias sur LCI, dont je rappelle le propriétaire Martin Bouygues et le parrain du fils de l'accusé, ont sorti les mouchoirs, les chroniques satiriques aussi, ils copient un peu sur moi. Selon eux, la justice n'a pas intérêt à le remettre derrière les barreaux. Pourquoi ? Parce que son dernier livre était un succès. Ok, très particulier comme argument. Et puis on a Robert Ménard, le maire de Béziers, déjà chroniqué ici pour ses nostalgies coloniales. Il a déclaré être peiné par ce verdict, estimant qu'il donnerait une image catastrophique de la France. On l'écoute. Ça me peine que quelqu'un qui a été le chef de l'État, qui n'est pas rien, ça a été notre chef de l'État à un moment donné, quand tu le vois en prison ou quand tu le sais avec un bracelet électronique, j'ai de la peine pour mon pays. Maintenant, la multiplication des affaires autour de Nicolas Sarkozy me font dire que l'argument de ces défenseurs qui expliquent que c'est un acharnement des juges, d'abord il a été poursuivi par je ne sais pas combien de juges, tous ces juges-là ne sont pas aujourd'hui au syndicat de la magistrature. Je ne crois pas qu'il y ait un complot contre le chef de l'État. Je suis peiné et je trouve que c'est pas bien et ça donne une image catastrophique de notre pays. C'est tellement triste, Mehdi, on lâcherait presque une 20 larme. jours en prison, il a écrit un livre, il faut le remettre 2 fois, il écrira une trilogie. Ah bah c'est clair. Une saga. Alors permettez-moi de répondre à Monsieur Ménard avec toute la délicatesse qu'il mérite. L'image catastrophique de la France, c'est pas une justice qui fonctionne, bien au contraire. L'image catastrophique, c'est un ancien président qui a illégalement monnayé sa campagne parce qu'appliquer la loi impuissant sans exception, sans passe-droit, ça, c'est l'image d'une démocratie et d'un pays qui tient encore debout, à moins que pour M. Ménard, la loi soit faite pour les autres. Et puis vous savez, Nicolas Sarkozy, l'indignité, c'est surtout, je pense, 20 ans de je suis innocent pendant que les dossiers s'accumulent. L'indignité, c'est aussi entrer à la prison, la santé sous les flèches comme une star et ressortir 20 jours après avec un contrat d'édition. Et aujourd'hui, la justice a osé, contre les puissants, contre le silence bien tempéré d'une certaine classe politico-médiatique française. Et finalement, ce dossier aura mis 20 ans, 20 ans de résistance institutionnelle, de pression, de silence organisé. Le verdict définitif, messieurs et madame, est attendu le 30 novembre 2026. Et croyez-nous, on sera au rendez-vous. Ce qui est à rappeler aussi, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que c'est un peu l'arroseur arrosé. C'est le retour du bâton, puisque Nicolas Sarkozy, je rappelle, quelques années en arrière, quand il était peut-être de mémoire ministre de l'Intérieur, il avait exigé, dans sa diatribe contre les jeunes, notamment avec le Karcher et autres, il avait demandé à retirer le principe du bracelet électronique. Il s'avère aujourd'hui qu'il a une collection apparemment de plusieurs couleurs. Tricolore. Il y a une chose qui est importante par rapport à Nicolas Sarkozy, et je vais le voir sous le prisme algérien. Nicolas Sarkozy, c'est pas un homme politique étranger ordinaire, il est quand même l'auteur des déclarations mémorables sur la colonisation, des déclarations qui nient ou minimisent les crimes de la période coloniale. Il est celui qui, en visite en Algérie, a préféré le déni
à l'Assomption. Et voir cet homme qui refusait à l'Algérie la reconnaissance d'une vérité historique, rattrapé par les vérités judiciaires de son propre pays, moi je pense qu'il y a une leçon politique que l'on peut nommer sans triomphalisme. Non pas par la vengeance, mais par la cohérence. Et je pense que c'est très bien. Et aussi, il a un gros défaut, Nicolas Sarkozy, hormis le fait d'être un président de la République qui a 4 ou 5 affaires en justice actuellement, l'affaire Big Malion, l'affaire libyenne et tout ça. Il est aussi le papa d'un garçon qui s'appelle Louis Sarkozy, qui est aussi mauvais que son père. Donc voilà, c'est pas de bon augure pour la suite. Qui a menacé de brûler, on le rappelle, l'ambassade d'Algérie. C'est Nicolas Sarkozy qui avait dit que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Évidemment, suffisamment entré dans l'histoire. Suffisamment entré dans l'histoire. Donc c'est un raciste qui s'assume. C'est un raciste notoire, mais bon après. Et quelqu'un, comme l'a si bien dit Badis, qui voulait nettoyer par autoritarisme au Karcher les banlieues, il s'est fait nettoyer. Le retour du bâton. On rappelle aussi qu'il est à l'origine de la déstabilisation de la région. Arrosé. Voilà. Très bien, merci Nariman, merci à tous d'avoir été là ce soir. Bassem Larouche, encore une fois, merci d'avoir répondu présent, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain.